Bonjour à tous. Alors, on poursuit notre série de correction de DS ou de DL avec le DL numéro 13 qui aborde des notions d'espace vectoriel et d'application linéaire. Alors, dans l'exercice 1, on considère E un K espace vectoriel. K c'est R ou C, comme d'habitude, de dimension n. N est dans n étoiles, donc vous voyez que l'espace vectoriel ne contient pas seulement le vecteur nul. On nous donne phi un endomorphisme de E. Alors j'ai ici écrit ça de façon abrégée. Phi appartient à un grand L de E. Je vous rappelle justement que grand L de E est l'ensemble de tous les endomorphismes de E. Ça veut dire application linéaire de E dans E. D'accord ? Pour K appartenant à grand N, on pose N indice K, le noyau de phi K, alors exposant K, je vais l'expliquer juste en dessous, et IK, l'image de cette même application linéaire, phi exposant K. Un petit rappel que signifie phi exposant K dans le cas très particulier des applications linéaires, c'est la puissance pour la loi rond. On a vu que on était dans un anneau, L de E est un anneau pour les lois plus et rond. Et l'exposant ici fait référence à la deuxième loi qui est la composition. Ainsi, phi exposant 0, c'est le neutre pour la composition, c'est l'identité. Et pour K supérieur ou égal à 1, phi exposant K signifie phi rond phi rond phi rond phi K fois. Et que phi exposant 1 c'est phi carré avec cette notation c'est phi rond phi. D'accord ? Bon, c'est ça qu'il faut bien comprendre avant de commencer l'exercice. Alors, dans la première question, on nous demande de montrer deux inclusions, celle de n indice k dans n indice k plus 1 et celle de i indice k plus 1 dans i indice k. Alors, allons-y. De la façon habituelle, on prend un x à l'intérieur de n indice k. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que phi exposant k de x, que je vais dire souvent phi k, phi k de x égale le vecteur nul. Mais alors, si on calcule phi exposant k plus 1 de x, ça c'est phi de, ouvrez la parenthèse, phi exposant k de x, c'est phi de 0, et phi de 0 c'est 0. Donc, x appartient au noyau de phi exposant k plus 1, autrement dit à n indice k plus 1. Alors, si x est dans nk, x est dans n indice k plus 1. De même, en utilisant la même technique, mais avec des images, prenons x dans l'image, dans i indice k plus 1. Qu'est-ce que signifie être dans l'image de phi k plus 1, c'est être l'image par phi exposant k plus 1 d'un vecteur u. Autrement dit, x égale phi exposant k plus 1 de u, où u appartient à e. Oui, mais alors, ce même x, c'est phi exposant k de phi de u. Et phi de u, ça appartient à e. Autrement dit, x, c'est phi exposant k de quel d'un vecteur qui est dans E. Donc, x appartient à i indice k. Hop. Alors, on en déduit, je mets là-haut là, on en déduit que... Alors d'une part, le n indice k est inclus dans n indice k plus 1 et au contraire, l'ensemble i indice k plus 1 est inclus dans l'ensemble i indice k. Voilà pour la conclusion de la première question. Donc les ensembles nk forment une suite d'ensembles croissantes pour l'inclusion. Et les ensembles IK, au contraire, forment une suite d'ensembles décroissantes pour l'inclusion. Alors l'idée, justement, c'est de montrer dans la suite que cette suite croissante pour les noyaux va s'arrêter à un ensemble,
Et la suite décroissante pour les images va s'arrêter de même à un ensemble qu'on appellera respectivement le cœur et le nil-espace de phi. Alors, avant de poursuivre, je reviens sur ce que je viens de dire quant à la croissance de la suite des ensembles NK. J'ai dit que la croissance allait s'arrêter, c'est pas terrible comme expression. On dit plutôt que la suite des NK va devenir stationnaire. Elle va avoir une valeur constante à partir d'un certain rang. De même pour la suite des ensembles IK, qui va être stationnaire. Hein. Dire que la décroissance s'arrête, c'est quand même pas terrible. Alors, le deuxième point de la première question, pour phi exposant k, on peut appliquer le théorème du rang pour avoir l'égalité voulue sur les dimensions. En effet, si phi est un endomorphisme de E, phi exposant k aussi. Alors, le théorème du rang s'écrit dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire E ici, égale rang de phi exposant k, mais le rang c'est la dimension de l'image, plus la dimension du noyau. Alors, la dimension de l'image, c'est justement la dimension de IK. La dimension du noyau, c'est justement la dimension de NK. On obtient donc l'égalité voulue, n égale dimension de IK plus dimension de NK. Alors, la question d'après était la plus délicate. Montrer qu'il existe un entier K inférieur à n, tel que la dimension de NK égale la dimension de n, K plus 1. Une remarque. On a, d'après la question précédente, pour tout k appartenant à n, nk inclus dans nk plus 1. Donc si on arrive à montrer ce que la question suggère, dimension de nk égale dimension de nk plus 1 pour un k entre 0 et n, là, au lieu d'une inclusion, on aura une égalité. C'est ce dont je vous parlais au début de ce tableau-là. La croissance de la suite des ensembles nk va faire en sorte que deux consécutifs sont égaux. Puis après, on verra que tous les suivants là, sont égaux. Le premier à partir duquel cette égalité a lieu est un entier qu'on notera P dans la suite. Alors, montrons qu'il existe un entier K inférieur à n tel que la dimension de nk égale la dimension de n K plus 1. Vous voyez que les dimensions, c'est des entiers. Autant les nk ici sont des ensembles, leurs dimensions sont des entiers. Donc on peut réfléchir cette fois en termes de croissance de suite sur la suite des dimensions de nk. Alors, pour k appartenant à grand N, posons par exemple uk et la dimension de nk. Alors, on peut faire un raisonnement sur la dimension de ik, qu'on peut appeler VK par exemple, formant une suite décroissante. Ici, on a au contraire, pour tout k appartenant à n, vu l'inclusion qui est là, la dimension de nk est plus petite que la dimension de nk plus 1, c'est-à-dire que uk est inférieur ou égal à uk plus 1. La suite des uk est croissante. Alors, le plus simple pour montrer l'existence d'un entier où il y a égalité au lieu de inférieur ou égal, c'est de raisonner par l'absurde. Alors, on va supposer par l'absurde que ce que l'on veut est faux. On suppose, indiquons par l'absurde, que... Alors, écrivons justement le contraire de ce que l'on veut, c'est quoi ? Pour tout k appartenant à, quel que soit k, appartenant à 0 n, l'égalité, il n'y a pas d'égalité dans cette inégalité, c'est-à-dire que uk est strictement plus petit que uk plus 1. On a alors ici, bon, plus 0, c'est plus grand que 0, hein, c'est une dimension, donc les dimensions c'est des entiers positifs. Strictement plus petit que U1, strictement plus petit que U2. Le dernier pour lequel ça se passe, c'est strictement plus petit que UN, mais ça marche pour N. Donc strictement plus petit que UN plus 1, avec, regardez ici, U0, U1, puis UN et U numéro N plus 1, sont des entiers, sont tous des entiers. Appartient à n exposant n plus 2. Alors,
vous voyez que U1 est strictement plus grand que U0, donc strictement plus grand que 0. U2 est strictement plus grand que 1. Puis UN plus 1 strictement plus grand que N moins 1. Puis UN plus 1. Alors, dans ce cas, U indice N plus 1 est strictement plus grand que N. D'accord? Bon, par itération, ou un simple raisonnement, je répète, chaque U indice K est strictement plus grand que le précédent, comme U0 est plus grand que 0. Je répète, U1 est strictement plus grand que 0, UN est strictement plus grand que N-1, et UN plus 1 est strictement plus grand que N. Alors pourquoi c'est impossible? Là, quand on fait un raisonnement par l'absurde, hop, il faut trouver une contradiction. Ben, c'est pas possible parce que UN plus 1, c'est la dimension d'un sous-espace vectoriel de E. Et E est de dimension N. Alors, ben, écrivons-le, c'est impossible. C'est impossible car UN plus 1, c'est la dimension de N indice K plus 1, N plus 1, pardon, dimension de grand N indice N plus 1, et N indice N plus 1 est inclus dans E, où la dimension de E, c'est N. Donc on suppose ça là, hop, et c'est impossible. Conclusion, on sait que pour tout cas il y a inégalité et que pour tout cas il n'y a pas inégalité stricte. Autrement dit, qu'il y a au moins un cas entre 0 et n pour lequel cette inégalité large est en fait une égalité. Et voilà la question résolue. Alors, je reprends ça de l'autre côté en disant la première fois que cela se passe, c'est-à-dire que l'inégalité est en fait une égalité, on appelle P cet entier. Voilà. Bon, j'ai résumé ici ce que je vous ai dit juste avant. Ce qui précède assure qu'il existe un entier K appartenant à 0n tel que UK égale UK plus 1. Mais UK c'est la dimension de NK et UK plus 1 c'est la dimension de NK plus 1. Oui, mais on a NK est inclus dans NK plus 1, donc cette égalité assure que NK égale NK plus 1. Alors ça c'est pour au moins un cas entre 0 et N. Alors on nous dit de noter le plus petit entier P, vérifiant cette propriété. Enfin, c'est le premier, c'est le plus petit, mais il la vérifie. Donc on a NP égale N. P plus 1, alors il faut montrer d'autre part que cela implique que I indice P égale I indice P plus 1, mais on sait que alors au contraire on a l'inclusion I indice P plus 1 est inclus dans I indice P et que d'autre part dimension de I indice P plus 1. Alors, par le théorème du rang ou directement en utilisant la propriété montrée en premier, là, dans la question 1, ça fait n moins dimension de n indice p plus 1. Oui, mais la dimension de n indice p plus 1, c'est la dimension de np. Et ça, c'est la dimension de i indice p. On en déduit que eh bien, regardez, il y a inclusion et égalité des dimensions, donc I indice P égale I indice P plus 1, et on a nos deux égalités ensemblistes qui sont vraies. Alors, je vais peut-être commencer 3B, où on nous demande de montrer que pour tout R de n, n indice P plus R c'est NP et I indice P plus R c'est IP. Alors vous voyez que vous avez le choix. Vous pouvez commencer par les I et un raisonnement sur la dimension vous donnera l'égalité sur les n, ou commencer sur les n et les mêmes choses.
une égalité sur les dimensions vous donnera l'égalité des i. Alors je pense que le plus simple est de commencer par les images. C'est plus simple à manier. Je vais faire les deux. Allez, idée 1, version 1. Je propose la propriété i indice p plus r égale ip et je dis qu'elle est vraie. Elle est vraie pour r égale 1. Alors, on va raisonner par récurrence, c'est-à-dire qu'on va supposer qu'elle est vraie pour R fixé et montrer qu'elle est, dans ce cas-là, vraie pour R plus 1. Ça montrera qu'elle est vraie pour tout R. On va faire ça. Bien, passons à la partie hérédité de notre récurrence. Donc, on suppose que pour R fixé dans n étoiles, I indice P plus R, c'est IP. Il faut montrer que cette égalité se propage à l'ensemble I indice P plus R plus 1. Alors cet ensemble, depuis la question 1, on sait déjà qu'il est inclus dans I indice P plus R. I indice P plus R qui vaut IP d'après notre hypothèse de récurrence. Il suffit donc de montrer l'inclusion réciproque pour avoir l'égalité voulue au rang R plus 1. Alors, soit donc X appartenant à ces ensembles. Alors on peut le prendre dans IP, mais on a plus d'informations sur le fait qu'il soit dans I indice P plus R, donc soit X dans I indice P plus R, on a par définition, alors ça c'est important de le rappeler, hein, être dans l'image de I indice, être dans I indice P plus R, c'est d'être dans l'image de phi exposant P plus R, c'est-à-dire être de la forme phi exposant P plus R de U, où U est un vecteur de E. Oui, mais alors, cet X, c'est phi indice exposant R de phi P de U. Je vous rappelle que ça c'est l'exposant indique le nombre d'itérations dans la composition. Et avec, donc ici phi P de U appartient par définition, puisque c'est l'image par phi exposant P de quelque chose, appartient à IP. Mais comme IP égale I indice P plus 1, ce vecteur-là, phi exposant P de U, phi P de U, appartient à I indice P plus 1. Et il existe, disons, V appartenant à grand E, tel que notre phi. Alors j'aurais pu lui donner un nom à ce phi exposant P de U dont je parle depuis tout à l'heure, tant pis, je l'écris comme ça. Ça c'est phi exposant P plus 1 de V. Puisque ce phi exposant P de U, alors j'aurais pu lui donner un nom, un Y, disons. Cet Y est dans I indice P plus 1, c'est-à-dire que c'est phi exposant P plus 1 de quelque chose. Ce quelque chose étant un vecteur de E, bien sûr. Alors, c'est presque gagné, puisque dans ce cas, on réécrit X. X égale phi exposant R de phi indice P plus 1 de ce vecteur V, et ça c'est phi indice P plus R, exposant P plus R plus V, où V appartient à E. Ainsi, notre X est dans l'image de phi exposant P plus R plus 1, donc dans I indice P plus R plus 1. Donc vous voyez qu'on a montré notre inclusion. On en déduit que cette inclusion-là est en fait une égalité, c'est-à-dire que I indice P plus R plus 1 égale I indice P plus R égale I indice P.
Alors voilà pour l'hérédité, hein. Ces deux points, c'est-à-dire hop, cette hérédité d'une part, voilà, et d'autre part l'initialisation faite au début, on conclut par récurrence. Hein. On conclut par récurrence à partir de ces deux points. Donc c'est vrai pour R égale 1. Si c'est vrai pour R, c'est vrai pour le suivant. Autrement dit, quel que soit R appartenant à N étoile, I indice P plus R égale IP. Alors c'est ce que je vous disais en introduction. Les ensembles, la suite d'ensembles IK, qui est décroissante, va finalement stationner sur IP. Après leur en P, tous les IP plus 1, P plus 2, P plus 3 sont tous égaux à IP. Alors il faut voir qu'à ce moment-là aussi, les N indices P plus 1, P plus 2, P plus 3 sont égaux au N indices P. Mais ça c'est facile puisqu'on a le lien entre les dimensions dues au théorème du rang. On l'utilise tout de suite. Je conclus sur la propriété concernant les ensembles N connaissant la propriété sur les ensembles I. On a pour toute R appartenant à N étoile, I indice P plus R égale I indice P. Mais d'autre part, on sait que N indice P est inclus dans N indice P plus R. Et on a la fameuse propriété des dimensions vue à la question 1, c'est-à-dire dimension de N indice P plus R égale N moins dimension de I indice P plus R, mais vu cette égalité, cette dimension, c'est celle de I indice P, donc égale N moins dimension de I indice P. Et N moins dimension de I indice P, c'est la dimension de NP. Alors attention, l'égalité des dimensions ne suffit jamais pour montrer l'égalité de deux sous-espaces vectoriels, mais une inclusion et l'égalité des dimensions permet cette fois, oui bien sûr, de conclure à l'égalité des sous-espaces vectoriels. On a donc N indice P plus R égale N indice P. Vous voyez que ce que j'ai fait est vrai pour toute R appartenant à N étoile. Donc j'ai écrit pour toute R appartenant à N étoile, N indice P plus R égale N indice P. Alors vous voyez qu'ici dans la version 1, on s'est occupé d'abord de l'égalité sur les ensembles I, sur les images. Et on en a conclu avec une inclusion et l'égalité des dimensions à la propriété sur les ensembles N, sur les noyaux des itérés de phi. Une version 2 aurait pu être de faire l'inverse, c'est-à-dire s'occuper d'abord des noyaux, puis de conclure sur les images. Alors ça c'est hein, je vous laisse réfléchir, mais c'est facile, puisqu'on a déjà une inclusion, et cette propriété-là est valable en inversant le rôle de I et de N. Alors, occupons-nous des noyaux. On sait déjà que par définition de l'entier P, N indice P plus 1 égale N indice P. N indice P plus 1 égale, je le mets ici là, N indice P plus 1 égale N indice P. Alors supposons que N indice P plus R égale N indice P et essayons de montrer que c'est vrai au rang d'après. Vous voyez que là je suis en train de faire la récurrence sur les N sans utiliser cette propriété. Donc, soit si X appartient à N indice P plus R, essayons de mettre ça en place. On a, par définition, être dans N indice P plus R, c'est être dans le noyau de phi exposant P plus R. C'est donc vérifier phi exposant P plus R de X égale 0. Mais alors, on va écrire ça sous la forme. On va avoir des informations sur le fait que on va augmenter l'indice du noyau, donc ici on va écrire phi indice P plus 1 de phi exposant R moins 1 de X égale 0. Donc vous voyez que phi exposant R moins 1 de X appartient à N indice P plus 1, puisque c'est le noyau de phi exposant P plus 1. Et comme IN P plus 1 égale N indice P, phi exposant R moins 1 de X appartient à
n indice P. Et donc, ça veut dire que phi exposant P de, ouvrez la parenthèse, phi exposant R-1 de x égale 0. Donc, c'est-à-dire que phi exposant P plus R moins 1 de x égale 0. Alors, vous voyez que si x est dans n indice P plus R, on a x et on a x appartient à n. N indice P plus R moins 1. Alors là, c'est pas vraiment une récurrence, mais c'est peut-être une itération. Après après plusieurs étapes, hein, après un nombre fini d'étapes. Donc ici, après R moins une étape de ce raisonnement, parce que vous pouvez recommencer hein, avec ça, là, la même idée, on obtient x appartient à n indice P. N indice P, oui, parce que n indice P plus 1, donc n indice P, n indice P. Et puis, donc, d'où n indice P plus R égale n indice P. Alors, pourquoi l'égalité? Parce qu'on a une inclusion, et là, j'ai montré que n indice P plus R est inclus dans n indice P. Ici, je vous laisse terminer, c'est juste l'idée que je vous donne pour la version 2. Voilà. Bon, ben, on peut conclure maintenant avec la dernière question. Alors, vous avez vu que dans la version 2, j'ai utilisé une méthode par itération plutôt qu'une récurrence en bonne et due forme sur les ensembles n indice K. Vous pouvez faire cette récurrence hein, qui consiste à supposer que n indice P plus R égale n indice P et montrer que n indice P plus R plus 1 est aussi égal à n indice P. Je vous laisse faire cette récurrence en bonne et due forme. Bon, je vous ai donné une autre version. Il est temps de conclure maintenant. On doit montrer que NP et IP sont en somme directe pour former E. Alors, on a déjà la compatibilité des dimensions. Dimension de NP plus dimension de IP, c'est dimension de E. Ça, je vous rappelle, c'est l'application du théorème du rang à phi exposant P. Reste à montrer que l'intersection de ces deux sous-espaces vectoriels, NP et IP, c'est réduit à 0. 0, bien sûr, le vecteur nul de E. Alors, prenons X appartenant à NP, NP, on a à la fois X est dans NP, donc phi exposant P de X égale 0, et d'autre part X égale phi exposant P de U, où U est un élément de E. Je traduis l'appartenance à NP et à IP, NP étant le noyau de phi exposant P et IP l'image de ce même endomorphisme. Oui, mais alors on a phi exposant P de phi exposant P de U qui vaut 0. C'est-à-dire phi exposant 2P de U égale 0, donc notre U ici, là, il est dans n indice 2P égale n indice P plus P. Mais dans ce cas, on sait que U appartient aussi à NP. Hein, c'est la propriété qu'on a montrée là. Les n indices P plus quelque chose, c'est tous des NP. Et phi exposant P de U égale 0. C'est-à-dire que phi exposant P de U, c'est X. C'est-à-dire X
égale 0. Donc on a montré, on a ainsi NP inter IP bon inclus dans 0, puis vous savez que l'inclusion réciproque est une évidence, donc NP inter IP est réduit à 0 et on conclut. Et on peut conclure E est la somme directe de NP et de IP. Alors, l'exercice peut se prolonger sur les propriétés de NP, qu'on appelle le nid d'espace, associé à phi, et IP, qu'on appelle le cœur. Mais ici, il se terminait ici par le fait que sont en somme directe. Bon, on peut exploiter le fait que tout élément de X, du coup, s'écrit de façon unique comme un élément de NP plus un élément de IP. On pourra revoir des exercices qui utilisent cette propriété par la suite. Mais bon, c'est pas obligatoire. On s'arrête ici et on passe à l'exercice 2 qui traite d'un problème intéressant et au programme. L'interpolation par les polynômes de Lagrange. Bon, avant de corriger l'exercice 2, je me suis dit que pour la question 3b, quand à un moment précédent de la vidéo, j'évoque une récurrence en bonne et due forme sur l'égalité n indice p plus r égale np est possible, je vous la laisse faire. Bon, je vais quand même vous donner la façon de faire pour ceux qui auraient eu l'idée de chercher cette méthode. Donc on a n indice p égale n indice p plus 1, ça c'est la définition de l'entier p qui nous l'assure. Donc pour r fixé dans n étoiles, on suppose que n indice p égale n indice p plus r. Vous voyez que c'est vrai au rang 1. On veut montrer que si c'est vrai au rang r, c'est vrai au rang r plus 1. Donc on sait par ailleurs que la famille des ensembles n est croissante pour l'inclusion, donc n indice p plus r est inclus dans n indice p plus r plus 1. On veut montrer la réciproque, soit x appartenant à n indice p plus r plus 1. Ça veut dire qu'il est dans le noyau de phi indice p plus r plus 1, c'est-à-dire que phi exposant p plus r plus 1 de x égale 0. Oui, mais alors, par exemple, phi indice p plus r de phi de x égale 0, et phi de x appartient au noyau de phi exposant p plus r, c'est-à-dire n plus p plus r. Comme np plus r égale np, phi de x appartient à n indice p, et phi p de phi de x égale 0. Oui, mais c'est-à-dire que phi exposant p plus 1 de x égale 0, et x appartient à n indice p plus 1. Or, n indice p plus 1, c'est n indice p, c'est n indice p plus r. Donc, x appartient à n indice p plus r, d'où ici l'égalité, et finalement on a alors n indice p plus r plus 1 égale n indice p plus r égale n indice p. Bon, voilà la version 3. On passe maintenant vraiment à l'exercice 2 et l'interpolation de Lagrange. Alors, dans cet exercice 2, on prend un entier n au moins égal à 1 et n plus 1 réel, alpha 0, alpha 1, alpha n, classés comme ça dans l'ordre strictement croissant, donc en particulier 2 à 2 distincts. Pour tout k entre 0 et n, on va construire un polynôme. Une remarque, il y aura donc k plus 1 polynôme, LK.
Donc je répète pour chaque cas entre 0 et n, alors on nous donne LK sous cette forme. Donc vous voyez que LK est le produit, ça c'est des scalaires, et ça c'est un polynôme de degré 1. Le produit de combien de facteurs? Alors tous les j entre 0 et n, sauf j égale k. Ça fait n valeurs possibles, puisqu'entre 0 et n, il y a n plus une valeur possible, mais j ne prend pas la valeur k. D'autre part, on voit que j ne prenant pas la valeur k, alpha k moins alpha j n'est pas nul, et le scalaire qui est devant le polynôme là est bien défini. Alors, la question 1 pour n égale 2, bon, c'était juste pour savoir si on avait bien compris comment écrire les LK. Alors ici, les LK, il y en a 3. Il y a L0 d'abord. Alors, bon, regardez, hein, ici, on prend toute valeur de j entre 0 et 2, sauf 0. Alors ça fait... Je vais peut-être mettre les scalaires devant, et puis les x moins, là, les polynômes x moins constantes derrière. Donc x moins alpha 1, auquel correspond alpha 0 moins alpha 1 comme scalaire. Puis ici x moins alpha 2, auquel correspond alpha 0 moins alpha 2 comme scalaire. Et l'énoncé nous dit on pourra écrire ça au numérateur en mettant ça au dénominateur. Bon, je préfère le laisser comme ça. L1, qu'est-ce que c'est? Donc dans ces cas-là, pour les polynômes, il vient x moins alpha 0 facteur de x moins alpha 2. Et pour chaque scalaire qui vont en face, donc ça fait alpha 1 moins alpha 0 facteur de alpha 1 moins alpha 2. Enfin ici, L2, c'est 1 sur, donc ici, x moins alpha 0 facteur de x moins alpha 1. Et pour les scalaires, 1 sur alpha 2 moins alpha 0 facteur de alpha 2 moins alpha 1. Alors voilà, hein, ce que je vous disais ici pour n égale 2, il y a 3 polynômes et 2 facteurs à chaque fois dans le produit, un polynôme de degré 1 et un scalaire qui est bien défini parce que les alpha 1, 2 et 0 sont 2 à 2 distincts. Alors, vous voyez que dans le cas général, je dirais que le degré de LK, dans le cas n égale 2, vous voyez que tous les polynômes sont de degré 2. Dans le cas n quelconque, tous les polynômes vont être de degré n. Une petite remarque aussi, si je substitue alpha 0 à grand X ici, autrement dit, si j'évalue L0 en alpha 0, ça fait alpha 0 moins alpha 1 qui se retrouve là, et alpha 0 moins alpha 2 qui se retrouve là, donc ça fait 1. Vous voyez que L0 évalué en alpha 0, ça fait 1. Par contre, L0 évalué en alpha 1 et en alpha 2, ça fait 0. Donc L0 est un polynôme qui s'annule en alpha 1 et alpha 2 et qui vaut 1 en alpha 0. Le reste sera de la même veine dans le cas général. Revenons donc au cas général. N appartient à une étoile, K est un entier entre 0 et N, et LK est défini comme on l'a indiqué tout à l'heure. Alors, le degré de LK, c'est le degré d'un produit, c'est donc la somme des degrés. Bon, ça, c'est des scalaires, tous non nuls, donc ils n'affectent pas le degré. Et le degré de chaque x moins alpha i, c'est 1. C'est une somme de n entiers tous égaux à 1, ça vaut n. Bon, on peut le faire plus rapidement. Enfin bon, ça c'est pas, je mets donc degré de, ça c'est pour répondre à la question. Hop, voilà, degré de LK égale n. Voilà pour le premier point. Deuxième point, on va calculer LK. On va évaluer LK soit en alpha k, soit en alpha i, avec i différent de k. Alors d'abord, évaluons LK en alpha k, donc il faut substituer à grand X la valeur alpha k. Je l'ai fait ici, le produit pour j varie entre 0 et n sauf la valeur k, des alpha k moins alpha j, facteur de alpha k moins alpha j. Mais ça, tous les facteurs, cette fois, sont égaux à 1. Donc, là, c'est pareil ici. Donc, je vais le faire
en deux étapes. Donc LK évalué en alpha K, ça vaut 1. Tac. Alors maintenant pour I appartenant à un N avec I différent de K. L'idée c'est la suivante, c'est que si I est différent de K, J, quand il varie entre 0 et N sans prendre la valeur K, prend la valeur I. Autrement dit, parmi les facteurs ici de LK, en X moins quelque chose, il y a X moins alpha I, autrement dit X moins alpha I divise LK. Et LK de alpha I égale 0. Vous pouvez mettre entre parenthèses pour 0 plus petit que J plus petit que N avec J différent de K, J prend la valeur, J peut prendre la valeur, prend la valeur, prend la valeur, la valeur I. Bon, finalement, quel que soit I appartenant à un N, alors LK évalué en alpha I, c'est delta IK, c'est-à-dire 1 ou 0 si I est différent de K et 1 si I égale K. Donc, quel que soit I, hop, ça c'est pas mal. Autrement dit, regardez un petit schéma peut-être en termes d'interpolation. Si ici je représente les réels alpha 0, alpha 1, ici quelque part le réel alpha K, puis là tout au bout le réel alpha N, là je mets 1 sur l'axe des abscisses. Le polynôme LK a une courbe représentative qui passe par les points suivants. En alpha K, sa valeur est 1, donc il passe par ce point-là. En alpha 0, alpha 1, tous les autres alpha, sauf alpha K et ici, sa valeur est nulle. Donc les points là que j'ai mis en vert, alors attention, on pourrait mettre ici alpha K plus 1, et là il y a une croix là, au niveau de alpha indice K plus 1, puis ici au niveau de alpha indice K-1, c'est un petit peu grossier là ce que j'ai fait, mais c'est pour vous dire que la courbe représentative passe par tous les points d'abscisse alpha I est d'ordonnée 0, sauf en alpha K où elle passe par le point d'ordonnée 1. Voilà qui donne des idées pour interpoler n'importe quel polynôme à l'aide des LK. On va voir ça après. On va poursuivre avec la question 2b, mais avant je voulais revenir sur un mot que j'ai prononcé là, interpoler. Ce qu'on appelle l'interpolation d'une courbe, c'est le remplacement de celle-ci ou l'approximation de celle-ci par une autre courbe, en général plus simple, qui passe par les mêmes points qu'eux, qui a des points communs avec, qui interpole la précédente. On y reviendra. Alors dans la question 2b, on doit montrer que le polynôme LK qu'on a caractérisé, qu'on a défini à la question 2, et dont on a trouvé une propriété, est l'unique polynôme de Rn de x vérifiant cette propriété. Alors, ces questions se font en général toujours de la même façon, c'est-à-dire que d'abord, on constate que LK vérifie la propriété, et on suppose qu'un autre polynôme la vérifie, on montre que c'est LK. Donc, on suppose ici que un polynôme P dans Rn de x, je vous rappelle que ça veut dire que son degré est inférieur ou égal à n. Vérifie pour tout i appartenant à 0n, p en alpha i c'est delta ik, c'est-à-dire 0 si i n'est pas k et 1 si i c'est k. Ici dans cette question, k est bien sûr fixé, hein, on travaille à k fixé. Oui, mais alors, quel que soit i appartenant à 0n, p de alpha i égale LK de alpha I. On vient de voir que la valeur de LK en alpha I, c'est justement
delta ik et quel que soit i appartenant à 0n, p moins lk évalué en alpha i, ça fait 0. Or, P appartient à Rn de x, et elle aussi, Lk, on l'a vu juste dans la question précédente, hein, le degré de Lk est inférieur ou égal à n. En fait, il est égal à n, donc il est aussi dans Rn de x. Donc, P moins Lk appartient à Rn de x. Alors, regardez, P moins Lk est dans Rn de x, et vous voyez ici qu'il a n plus une racine distincte, puisque les alpha i constituent alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n, n plus 1 réel, 2 à 2 distincts. Donc, ainsi, P moins Lk est de degré, on va l'écrire degré, allez, degré de P moins Lk est inférieur ou égal à n, et P moins Lk admet n plus une racine distincte. Et ça, on sait que ce n'est possible que si P moins Lk est le polynôme nul. Parce qu'un polynôme non nul de degré plus petit que n a au plus n racines distinctes. Donc P moins Lk, c'est le polynôme nul. Et P égale Lk. Alors, ceci assure que Lk est le seul polynôme de Rn de x tel que la propriété voulue est vraie, c'est-à-dire quel que soit i appartenant à 0 n, Lk de i ou p, c'est le seul polynôme p de Rn de x tel que p de alpha i égale delta ik. Il n'y en a qu'un, et c'est Lk. Alors, on va poursuivre en montrant que la famille des L0 jusqu'à Ln forme une base. Alors, dans la question 3a, on considère la famille L0, L1, L2 jusqu'à Ln. Alors, on constate que d'abord c'est une famille de polynômes, hein, qui sont tous, puisque ce sont des Lk précédents, qui sont tous dans Rn de x. Et il y en a combien? Eh bien, ils sont numérotés de 0 à n, il y en a donc n plus 1, qui est une famille de n plus 1 polynômes de Rn de x. Et on sait que la dimension de Rn de x, en tant que R espace vectoriel, c'est n plus 1. On nous demande de montrer que φ(l) est une base de Rn de x, il suffit donc de montrer que φ(l) est une famille libre dans Rn de x ou dans R de x. Hein. Alors, allons-y, soit on fait ça de façon classique, hein, soit lambda 0, lambda 1 jusqu'à lambda n appartenant à R exposant n plus 1, tel que lambda 0 L0 plus lambda 1 L1 plus 3 petits points plus lambda n Ln égale le polynôme nul 0 de R de x, c'est-à-dire, on va peut-être rendre l'écriture plus compacte en disant somme pour k égale 0 jusqu'à n des lambda k Lk égale 0 de R de x. Alors, il faut montrer que tous les lambdas sont nuls. Hein. C'est l'idée de la liberté. Une famille, je vous rappelle, une famille est libre si la seule combinaison linéaire nulle de ces éléments, c'est la combinaison linéaire qui a tous ses coefficients nuls. Alors, pour i fixé dans, vous donnez, on donne, hein, en prenant un i, pour i donné dans
0 jusqu'à n, eh bien, on va évaluer ce polynôme. Somme pour k égale 0 jusqu'à n des lambda k lk, le tout évalué en alpha i. Ben, c'est le polynôme nul évalué en alpha i, mais ça fait 0, évidemment. Alors ici, je vais peut-être le faire comme ça, là. Hop. Ça fait 0 de r de x évalué en alpha i, ça fait 0. Et d'autre part, ça fait la somme pour k égale 0 jusqu'à n des lambda k lk de alpha i. Hein, ça c'est parce que l'évaluation d'une somme, c'est la somme des évaluations. Idem pour la multiplication par un scalaire. Mais alors ça, qu'est-ce que c'est? Regardez, tous les termes lk de alpha i sont nuls dans la somme, sauf un. C'est quand alpha i vaut k, quand k vaut i dans cette somme. Sinon, quand k est différent de i, ça fait 0. Alors bah, ça fait lambda i. Ça fait lambda i, hein, en effet. Alors bon, bah, là je vous laisse peut-être expliquer, mais bon, en effet, on peut mettre là, en effet, LK de alpha i, c'est delta ik. Donc le seul terme non nul de cette somme correspond à l'indice k égale i. Et pourquoi 1? Bien ici, lambda i fois 1, hein, fois 1, puisque li de alpha i, ça vaut 1. Bon, on a donc lambda i égale 0. Qu'est-ce qu'on a montré? Pour i donné, on a ainsi, quel que soit i appartenant à 0n, j'en ai pris un au hasard et j'ai lambda i égale 0, donc pour tout i appartenant à 0n, lambda i égale 0. Autrement dit, eh bien c'est gagné, je vais écrire ça derrière, hein. La famille Fiel est libre, et comme elle possède le bon nombre de vecteurs, ici les vecteurs sont des polynômes, ça forme une base de l'espace vectoriel Rn de x. J'ai résumé ici ce que l'on a montré précédemment, donc pour lambda 0, lambda 1 jusqu'à lambda n plus 1 réel, si la somme pour k égale 0 jusqu'à n des lambda k lk égale le polynôme nul, alors tous les lambda i sont nuls. Remarquez qu'ici, j'ai écrit quel que soit i lambda i, c'est pareil d'écrire quel que soit k lambda k. Hein. Ici, quel que soit k appartenant à un n, lambda k égale 0. Donc, phi L est bien une famille libre. C'est donc une base de Rn de x. Alors, soit P appartenant à Rn de x, nous dit-on donner les coordonnées de P dans la base phi L. Eh bien, il s'agit de trouver les scalaires lambda k tels que P, c'est la somme des lambda k lk. Alors, comme phi L est génératrice, est une base, hein, il existe de Rn de x, je vais quand même le préciser, de Rn de x, il existe cette fois lambda 0, lambda 1 jusqu'à lambda n appartenant à R exposant n plus 1 unique, tel que P, c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n des lambda k lk. Alors, l'idée, c'est toujours pareil, c'est de trouver qui sont les lk. Et comme je pense que vous l'avez compris, c'est l'évaluation en alpha i, pardon, qui va nous donner ça. Pour i appartenant à 0n, on a ici, en évaluant ça, p de alpha i égale somme pour k égale 0 jusqu'à n des lambda k lk de alpha i, et ça on a déjà vu juste avant. Quand k parcourt 0, n, le seul terme ici qui n'est pas nul, c'est quand k vaut i. Et quand k vaut i, ça fait lambda i fois 1.
lambda i fois 1. Et donc ainsi, quel que soit i appartenant à 0n, lambda i égale p de alpha i, c'est-à-dire aussi, vous voyez, c'est ce que j'ai fait au début sur mon tableau, là, quel que soit k appartenant à 0n, lambda k égale p de alpha k. Autrement dit, les coordonnées de p dans la base, hop, dans la base phi L sont les scalaires, donc P de alpha 0, virgule P de alpha 1 jusqu'à 3 petits points P de alpha n sont les valeurs, en fait, les coordonnées de P dans la base phi L sont les valeurs de P en les alpha i. Voilà pour la question 3. Voilà, on va poursuivre. Poursuivons avec la question 4. Alors, on prend bêta 0, bêta 1, bêta n, n plus 1 réel. Et on cherche à à déterminer l'unique polynôme P de Rn, vérifiant pour tout i appartenant à 0n, P de alpha i égale bêta i. Alors, cette condition-là que je viens d'énoncer, pour tout i appartenant à 0n, P de alpha i égale bêta i, ça donne les coordonnées de P sur la base phi L, puisque ces coordonnées sont P de alpha i. Cette condition, donc pour tout i appartenant à 0n, P de alpha i égale bêta i, équivaut au fait que les coordonnées de P dans la base phi L sont bêta 0, bêta 1 jusqu'à bêta n. Et ça, c'est le cas si et seulement si P égale somme pour k égale 0 ou i égale 0 jusqu'à n, comme vous voulez, hein, i égale 0 jusqu'à n, des bêta i, li égale somme pour k égale 0 jusqu'à n, des bêta k, lk. Bon, ça veut dire que on a trouvé l'unique, hein, ici on a raisonné par équivalence, là ça équivaut si et seulement si, donc le polynôme P égale celui-là, hein, le polynôme ci-dessus, est l'unique polynôme de Rn de x, vérifiant la condition voulue. Hop, c'est celui-là là. P égale somme de bêta k lk. Alors, bon, on se convainc assez facilement qu'il vérifie la condition voulue, hein, puisque si vous voulez l'évaluer en alpha i, il vaut mieux utiliser cette formulation ici. Si on évalue ça en alpha i, vous voyez qu'il va venir bêta i, puisque lk de alpha i, c'est 0 si k n'est pas i, et 1 si k égale i, donc ce polynôme vérifie bien la condition. La liberté et le fait que phi L soit une base assure que c'est le seul. Alors, dans le 4b, on cherche cette fois tous les polynômes dans R de x qui vérifient cette condition. Alors, l'idée c'est d'utiliser la division euclidienne. Il existe, donc je vais l'écrire directement, P égale, alors la division euclidienne par quoi? L'idée c'est de diviser par le produit des x moins alpha i. Parce que ce polynôme va être nul en tous les alpha i. Donc je vais écrire produit pour i égale 0 jusqu'à n des x moins alpha i. Le tout, comme ça là, hop, facteur d'un polynôme q plus r, où degré de r
est strictement plus petit que le degré de ce par quoi, là, c'est la division euclidienne de P par ce produit, donc est strictement plus petit que le degré de ce polynôme. Le degré de ce polynôme, c'est n plus 1. Alors, je reviens, pourquoi j'ai fait ça? Je reviens de l'autre côté du tableau, mais quelle est l'idée? C'est qu'on va chercher les polynômes vérifiant cette condition-là, P de alpha i égale bêta i. L'idée, c'est que P de alpha i, ou P de alpha 1 et P de alpha 2, vont tous avoir cette partie nulle, et donc la condition sur P va se répercuter uniquement sur la condition sur R, avec R dans Rn de x. Donc je réécris ça et on termine la question. J'ai repris le raisonnement qu'on avait fait en utilisant la division euclidienne, en précisant l'unicité plus exactement. Donc il existe des polynômes Q et R uniques, tels que notre polynôme P pris dans R de x, quelconque, soit de la forme produit pour i égale 0, je ne sais pas si j'avais écrit 1 tout à l'heure, mais en tout cas ici c'est bien 0, jusqu'à n des x moins alpha i fois q plus r avec r appartenant à Rn de x. Remarquez que ça, j'aurais pu l'écrire aussi, produit pour k égale 0 jusqu'à n des x moins alpha k, le tout fois q plus r. Alors on a les équivalences, et c'est là qu'il est plus rapide d'utiliser des équivalences. Pour tout i appartenant à un n, p de alpha i égale bêta i, si et seulement si, quel que soit i appartenant à 0. Et encore, je suis allé trop vite en écrivant la partie à trou, 0, n, quel que soit i appartenant à 0, n, r de alpha i égale bêta i. Vous voyez pourquoi, c'est parce que ce polynôme-là est nul en tous les alpha i. Donc si ça c'est vrai, puisque ici ça vaut 0 en alpha i. D'autre part, si ça c'est vrai, comme justement ça vaut 0 en alpha i, ça a lieu. Oui, mais ça a lieu, on l'a vu, si et seulement si, d'après 2a, d'après 4a, pardon, d'après A, c'est le cas. Pourquoi d'après A? Parce que R est dans Rn de x, et quel que soit i appartenant à 0n, R de alpha i égale bêta i, on a vu qu'il n'y a qu'un seul polynôme de Rn de x, vérifiant ça. Donc d'après A, c'est le cas si et seulement si R, c'est la somme, pour k égale 0 jusqu'à n des bêta k lk. Autrement dit, les polynômes, et puis on peut écrire si et seulement si p égale, allez, écrivons ça, pour k égale 0 jusqu'à n des bêta k lk, plus le produit des k égale 0 jusqu'à n des x moins alpha k, le tout facteur de q, où q appartient à r de x. Donc les polynômes p cherchés sont les polynômes P voulu sont les polynômes de la forme ci-dessus. Les polynômes de la forme qu'on vient de mettre en évidence. Et comme on a raisonné par équivalence, c'est cette forme-là. C'est-à-dire un reste particulier, qui est en fait le P de tout à l'heure, là, et plus n'importe quel polynôme multiplié par le produit des x moins alpha k. Voilà. Je passe à la question 5, qui inaugure la partie 2, où on prend deux réels A et B avec A strictement plus petit que B,
Et on nous demande de considérer l'ensemble des fonctions de AB dans R. Alors, vous savez que R étant un R espace vectoriel, les fonctions de AB dans R sont aussi un R espace vectoriel. Hein. Bon, on l'a montré en cours. Il n'est pas très compliqué de voir que il y a une structure d'espace vectoriel pour l'addition classique des fonctions et la multiplication d'une fonction par un scalaire sur E. Alors, d'autre part, on prend des n plus 1 réels, comme tout à l'heure, cette fois entre 1 et b, donc alpha 0 ici. Je ne sais pas si c'est inférieur ou égal. Non, strict, d'accord. Soit f appartenant à E, on considère le polynôme P indice f, qui est la somme pour k égale 0 jusqu'à n, des f de alpha k, lk. Lk, ce sont les polynômes de tout à l'heure. Hein. Lk sont ce qu'on appelle les polynômes de Lagrange. Alors, PF, qu'est-ce que c'est? On doit montrer rapidement, si vous voulez, que ce polynôme est le seul polynôme de Rn de x, puisque le seul dont le degré est plus petit que n, et qui vérifie pour tout i appartenant à 0n, P de alpha i égale f de alpha i. Ça, c'est ce dont je vous parlais il y a quelque temps. En fait, la courbe représentative de P et la courbe représentative de f ont tous les points d'abscisse alpha i en commun, puisque elle passe, hein, regardez, P de alpha 0, c'est f de alpha 0, P de alpha 1, c'est f de alpha 1. Donc on dit que la courbe représentative de P interpole celle de représentative de f en les points d'abscisse alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n. Alors, justifier rapidement que Pf est l'unique polynôme de Rn de x, je disais, qui a cette propriété. Bon, alors ça, avec ce qu'on a fait précédemment, c'est presque immédiat, hein, puisque ce polynôme-là est le polynôme, il n'y en a qu'un, de Rn de x, dont les coordonnées sur la base phi l sont f de alpha 0, virgule f de alpha 1, virgule, 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 f de alpha n. Quand on a une base d'un espace vectoriel comme Rn de x, donner un objet ou donner ses coordonnées sur une base, c'est la même chose. L'un caractérise l'autre. Alors, d'après 3b, ce polynôme-là, c'est l'unique polynôme de Rn de x tel que, quel que soit i appartenant à 0n, P de alpha i égale ces objets-là, là, qui à l'époque s'appelaient les bêta i, et qui maintenant sont les f de alpha i. Alors, c'est bien l'unique polynôme de Rn de x tel que cette propriété est vraie. Alors, dans la question 6, on commence par introduire l'ensemble des fonctions appartenant à E, donc de AB dans R, telles que pour tout i appartenant à 0n, f de alpha i égale 0. Alors, on vous demande de montrer que c'est un sous-espace vectoriel de E. J'ai expliqué tout à l'heure que E était un R espace vectoriel. Il est évident que A n'est pas vide. Vous pouvez montrer assez facilement qu'il est stable par combinaison linéaire. Sinon, plus rapide encore, vous avez A qui est le noyau d'une application que je vais appeler phi, où, regardez, phi va de E et à la valeur dans R exposant n plus 1, et qui a une fonction petit f, associe le n-uplet de ces valeurs en alpha 0, alpha 1, n plus 1 uplet, pardon, excusez-moi, f de alpha n. Donc, cette application, alors, vous allez me dire, c'est pareil, ça repousse le problème. Il est presque aussi facile de montrer que A est stable par combinaison linéaire que de s'assurer que phi est un endomorphisme. Mais bon, ça c'est assez clair. On sait que les évaluations sont linéaires, donc le fait que phi soit linéaire est assez clair avec phi appartient à linéaire de E dans R exposant n plus 1. Donc, A est un sous-espace vectoriel de E. Alors, remarquez, ici c'est peut-être AP, à préciser,
A, S1, SEV, et je répète, il n'y a pas que cette solution. Oui, je dis que c'est dans le noyau, parce que qui sont les éléments du noyau de cette application, qui s'avère linéaire? Ce sont les fonctions qui ont un n plus 1 play image nul, autrement dit, qui sont nuls en alpha 0, en alpha 1 et en alpha n. Je répète, vous n'êtes pas obligé ici de faire comme ça. Ilona, tu fais comme tu veux. Et vous montrez dans ce cas-là, si vous ne voulez pas faire comme ça, directement que ça, c'est ça par combinaison linéaire. Voilà pour cette question. Dans la dernière question de ce problème, on introduit le sous-ensemble de E formé, ne dit-on pas, les fonctions polynomiales de degré inférieur à n. Et il faut montrer que c'est un supplémentaire de grand A dans E. Alors j'ai essayé de donner une notation précise pour grand F. Vous n'êtes peut-être pas obligé de l'utiliser tel quel. F, c'est l'ensemble des fonctions petit f appartenant à E pour lesquelles il existe P appartenant à Rn de x. Tel que f, c'est alors la fonction polynomiale associée à p. Je rappelle que p tilde, c'est la fonction qui a x associe p de x, restreinte à ab. Alors ça, c'est vraiment un peu trop rigoureux peut-être. On peut écrire f égale p, quelque chose comme ça. Alors, où f est tel que, ici, là, f est polynomial. Bon, quelque chose comme ça. Alors, il faut montrer que c'est bien un sous-ensemble de E. C'est un supplémentaire. Alors, il est clair, ou presque. Je l'écrirai peut-être, je vais l'écrire ici quand même. F, on montre facilement où il est clair que F est un sous-espace vectoriel de grand E. Toute combinaison linéaire de fonctions polynomiales est une fonction polynomiale. Et il y en a, donc c'est pas vide. Alors, pour montrer que c'est un supplémentaire de A dans grand E, là par contre on ne peut pas utiliser de dimension. Parce que E est un espace vectoriel qui n'est pas de dimension finie. C'est un espace vectoriel de dimension infinie. Il faut donc montrer d'une part que toute l'intersection, par exemple, là on va utiliser des méthodes classiques, l'intersection de f avec a est réduite à la fonction nulle de E, et d'autre part que toute fonction de E s'écrit comme une fonction de f plus une fonction dans A. Alors, commençons par cette intersection. Soit f petit f, donc appartenant à f inter A. On a f est dans grand F, donc c'est la restriction d'une fonction polynomiale où p est dans Rn de x. De plus, il est dans grand A, donc petit f, il est dans grand A, donc quel que soit i appartenant à 0n, f de alpha i égale 0. Ça veut dire que pour tout i appartenant à 0n, la fonction p, alors là j'ai vraiment rentré dans les détails, là, p tilde de alpha, on aurait pu ne pas l'écrire, celui-là, p de alpha i égale 0. Qu'est-ce qu'on peut dire du degré de p? Il est plus petit que n. Et ici, entre 0 et n inclus, il y a n plus 1 réel qui annule p. Donc p admet n plus 1 racine distincte. P est le polynôme nul. Et f est la fonction associée au polynôme nul, c'est donc la fonction nulle. Ici, on en déduit que f inter A est réduit à la fonction nulle de E. Alors, je crois que je ne vais pas avoir la place. Bon, l'idée, je vous la donne quand même, soit f appartenant à E, on va écrire petit f égale, et ça c'est un peu toujours la même idée, ici on doit écrire un plus, hop, entre quelque chose qui est comme ça là, et quelque chose qui est, alors une fonction qui va être ici, quelque chose qui est dans f, autrement dit une fonction polynomiale, et ici quelque chose qui est dans A. Alors si ici j'écris p tilde par exemple, ou p ou p tilde, allez, p tilde, ouais, là je vais être obligé d'écrire f moins p tilde. Alors là encore, si on veut être extrêmement précis, il faut écrire p tilde restreint à AB,
Bon, j'ai pas trop envie de l'écrire. Allez, j'écris pas. L'idée, c'est quoi? Autrement dit, quel polynôme P prendre pour que f moins P tilde soit dans A? Il faut que ça s'annule en alpha 0, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Autrement dit, il faut que P prenne les mêmes valeurs que f en alpha 0, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Alors là, on n'a pas le choix, il faut prendre P indice f. P indice f, hop. P indice f, c'est quoi? C'est le polynôme défini à la question précédente. Et ben ça va nous permettre de conclure. J'écris ça sur le tableau et je finis le problème. Alors j'ai précisé ici les notations qu'on a utilisées dans la dernière égalité. C'est P tilde au lieu de P tilde restreint à AB pour dire que c'est une fonction polynomiale mais de AB dans R et pas de R dans R. Autrement dit, P tilde c'est un élément de E. E est l'ensemble des fonctions de AB dans R. Rappel, pour une fonction f quelconque de AB dans R, P indice f c'est un polynôme qui vérifie pour tout i appartenant à 0n. PF et f ont la même valeur en alpha i. On a montré d'ailleurs que c'était l'unique polynôme. Alors, PF tilde, autrement dit la fonction associée à PF, du coup comme PF est un polynôme de degré inférieur ou égal à n, ça c'est dans grand F. Et d'autre part, pour tout i appartenant à 0n, si je fais la fonction différence f moins p tilde de f en alpha i, ça fait, j'évalue la fonction différence f moins pf en alpha i. Ça fait f de alpha i moins, alors là j'ai écrit pf de alpha i plutôt que pf tilde de alpha i. Vous savez qu'on a décidé d'appeler les deux choses, d'écrire les deux choses de la même façon. Mais vu cette égalité, ça fait 0. Autrement dit, la fonction différence ici, f moins pf tilde, est nulle en tous les alpha i, et ça veut dire qu'elle est dans A. Donc ce que j'avais écrit tout à l'heure, ça dans grand F, et ça dans grand A, c'est vrai. Et je peux faire ça pour toute fonction f de grand E. On en déduit donc que, que E, toutefois, alors au départ est inclus dans, mais finalement est inclus dans F plus A, mais l'inclusion réciproque est évidente puisque F et A sont deux sous-espaces vectoriels de E, et donc finalement avec nos deux points et E, l'intersection de f et a étant réduite à la fonction nulle, c'est la somme directe de f et a. Ce qu'il fallait montrer, c'est-à-dire que f et a sont supplémentaires dans grand E. Alors voilà ce qui terminait l'exercice. Je voudrais juste revenir sur un petit point pour ceux qui veulent approfondir. Un point du cours. Au moment où j'ai montré que grand A est un sous-espace vectoriel, je vous ai dit que bien sûr vous pouvez le faire en montrant qu'il est non vide et stable par combinaison linéaire, mais aussi en montrant que c'est un noyau, le noyau d'une application. Autrement dit, A c'est un noyau et F, regardez, c'est le supplémentaire d'un noyau. Alors le théorème qu'on a vu en dimension finie s'applique en fait en dimension quelconque. Un supplémentaire du noyau est isomorphe à l'image. Alors qu'est-ce que c'était à l'époque? C'était l'application phi qui allait de grand E dans R indice n plus 1 et qui a toute fonction f associée sa valeur en alpha 0 jusqu'à alpha n. Alors vous vous convaincrez assez facilement que l'image de cette application c'est R indice n plus 1 tout entier. C'était une application surjective. Alors sa restriction non pas à E mais à f, c'est l'application qui a une fonction polynomiale associe sa valeur en alpha 0, virgule sa valeur en alpha 1, virgule sa valeur en alpha n. Ici, j'ai mis avec les tildes et là, sans les tildes. Alors, l'application, ceci est un isomorphisme. On peut écrire ça, l'application est un isomorphisme. Alors, c'est un isomorphisme bien connu en fait, puisqu'on peut assimiler f à Rn plus 1 de x.
Rn de x, pardon, Rn de x, hein, on a dit ça, être une fonction polynomiale de degré plus petit que n, on peut l'assimiler à un polynôme de degré plus petit que n, et ça c'est ses coordonnées sur la base fielle, donc ça c'est l'isomorphisme qui a un polynôme de degré plus petit que n associe ses coordonnées dans la base qu'on avait notée fielle de tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Pour tout le monde d'ailleurs, je vous donne rendez-vous demain pour le DL numéro 14. À demain.